Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Habib Aïb. Dr Habib Aïb, c'est un géographe de nomination internationale, chercheur et professeur émérite à l'Université de Paris 1 à Saint-Denis, spécialiste en géographie sociale, ses domaines de recherche portant entre autres sur la souveraineté alimentaire. Nous invitons aujourd'hui professeur Habib Aïb pour discuter avec lui sur les répercussions de retrait russe de l'accord sur les exportations de céréales. Professeur Habib Aïd, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur Merci, pour nous. Merci infiniment, professeur. merci à vous et merci. Ça me fait plaisir de partager quelques réflexions comme ça avec vous. Donc, je suis vraiment heureux d'être là Merci. et parce que je pense que le sujet mérite un débat de fond. C'est un Oui, sujet d'actualité quasiment immédiate parce que c'est avant-hier que les Russes se sont retirés de l'accord euh, de commercialisation des céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Donc, c'est une actualité immédiate, mais en réalité, il y a des raisons très, très profondes et qui dépassent la guerre de l'Ukraine et qui va chercher dans nos politiques agricoles. Et donc, merci encore pour cette invitation. Et évidemment, je suis prêt à réagir s'il y a des réactions à fur et à oui, mesure. Et voilà. oui. Nous souhaitons d'abord commencer avec vous pour présenter l'accord syrien. Qu'est-ce qu'il a stipulé? Il consiste en quoi? Et quelles sont les répercussions maintenant? Quelles sont les répercussions pour la stabilité, pour la paix alimentaire au niveau international, surtout dans les pays vulnérables, surtout en Afrique et en Asie, comme l'Égypte, etc. Eh bien, la raison de cet accord est relativement simple à comprendre, hein. La mer Noire, c'est une mer, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est une mer qui est traversée par des grandes routes commerciales, si je peux parler de routes pour les navigations. Et il y a énormément de marchandises qui passent donc à travers la mer Noire et dont les céréales ukrainiennes et russes. Il n'y a pas seulement les céréales ukrainiennes. Une grande partie des céréales exportées par l'Ukraine et la Russie passaient par la mer Noire. Et, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il faut savoir qu'à eux deux, l'Ukraine et la Russie détiennent à peu près 80% de la production mondiale des céréales. J'aimerais savoir pourquoi cette concentration en Ukraine et Bah, en Russie. la Russie, c'est un très grand pays, hein, il ne faut pas négliger. On ne va pas entrer dans les discussions sur les questions de la guerre elle-même et qui a raison, qui a tort, mais c'est un très grand pays, très ancien. Et la souveraineté alimentaire, le concept n'existait pas à l'époque. À l'époque, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Mais l'idée de la souveraineté alimentaire était dans l'idéologie des pouvoirs soviétiques à l'époque. Donc, il ne fallait pas dépendre de l'Occident et surtout pas pour nourrir les populations. Et en même temps, comme les États-Unis et le bloc occidental, à l'époque, enfin, c'est toujours d'ailleurs capitaliste, le bloc soviétique, les deux ensemble avaient une concurrence commerciale sur les céréales parce que tu es de mon côté, je t'envoie des céréales, je te vends des céréales, je te les donne en cadeau. Comme en Tunisie, nous, il faut se rappeler que après la Deuxième Guerre mondiale, on a reçu des milliers, voire peut-être des millions de tonnes de farine, de céréales transformées au pain, en aide à travers le programme alimentaire mondial. Et Oui, tout ça, c'est pour que la Russie, la Tunisie, comme d'autres pays du Sud, ne tombent pas dans le giron soviétique à l'époque. Donc, c'est tout à fait normal. La Russie, même après la chute de l'Union soviétique,
reste une puissance céréalière extrêmement importante. L'Ukraine, ça faisait partie de cet ensemble qu'on appelait l'Union soviétique, et l'Ukraine était un peu le grenier de céréales de l'ancienne Union soviétique. Donc, vous avez là deux pays, en plus des États-Unis, de l'Australie et d'autres pays, notamment en Europe centrale, de très gros producteurs de céréales. Et donc, voilà, on sait que le Grand Nord, Est et Ouest, si je peux m'exprimer ainsi, le Grand Nord domine la production de céréales dans le monde. Oui, mais les répercussions ne vont pas toucher seulement le Sud. Ils auront des impacts même en Europe ici. Oui, mais ça dépend des impacts. Ça dépend des impacts, pardon. Je veux dire, il y a des pays où on risque d'avoir faim. En Égypte, par exemple. En Égypte, en Tunisie. En Tunisie. Moi, j'étais en Tunisie début juillet, il y a des gens qui faisaient la queue devant les boulangeries. Oui. J'ai cherché de la farine dans les supermarchés pour fabriquer du pain. Chez moi, eh bien, j'en ai pas trouvé. Et ainsi de suite. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas de gros risques parce que pour des raisons géopolitiques encore, l'Europe, ça ne l'arrange pas d'avoir des troubles politiques créés par un manque alimentaire en Tunisie, en Afrique du Nord. Donc, a priori, ça ne devrait pas arriver. Mais on ne sait jamais, vous savez. Et ces choses-là sont tout à fait envisageables. On disait avant un embargo sur l'Irak, ça serait impossible. Il y a eu un embargo sur l'Irak. Un embargo sur la Syrie, c'est impossible. Il y a eu un embargo sur la Syrie. Et puis on a dit un embargo sur la Russie. Mais il y a un embargo sur la Russie. Et du coup quand il y a une vanne, si je peux dire, de céréales qui était ouverte, qui les pays du Sud et d'autres venaient acheter leurs céréales, quand cette vanne-là est fermée, ben ça crée un manque. Il y a ceux qui gagnent. Les gagnants sont les pays du Nord parce que comme ils sont exportateurs de céréales, les prix augmentent. Quand il y a moins de produits, les prix augmentent. Et les gagnants sont les marchands de céréales, qui sont tous dans les pays du Nord, et les perdants sont forcément des pays du Sud. Mais ce que je voulais souligner, c'est que pourquoi les pays du Sud sont particulièrement vulnérables. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un autre cas de figure? Tout le monde est vulnérable et tout le monde souffre plus ou moins, mais personne n'est en danger. Dans les pays du Sud, les famines ne sont pas exclues, même si je n'aime pas le catastrophisme ambiant de plusieurs personnes et de plusieurs médias. Mais objectivement, ce n'est pas impossible. Et on l'a vu en Somalie, ça fait pas longtemps, et c'est en train de revenir notamment au Soudan, c'est en train de revenir dans plusieurs autres pays. Et ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que la politique agricole, dans la majorité des pays du Sud, c'est le cas de l'Égypte, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas du Maroc, c'est le cas des pays de l'Ouest, ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite. Enfin, les pays anciennement colonisés. Leur politique agricole aujourd'hui date de l'époque de la colonisation. Et elle est basée sur un principe simple, ce qu'on appelait à l'époque, on l'appelle toujours d'ailleurs, ça date d'Adam Smith et ça remonte à très très loin, ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Vous savez produire les dattes, puisque vous avez un bon climat pour produire les dattes, vous avez les oasis, exportez-nous des dattes et nous, on vous exportera des céréales. L'échange, c'est l'échange commercial. Oui, mais c'est un échange commercial complètement inégal parce que s'il y a un embargo sur les dattes, si l'Occident décide de ne plus acheter de dattes, personne ne mourra de faim. Et si l'Occident ou d'autres d'ailleurs décident de ne plus nous vendre des céréales, eh ben, on aura 50% de nos besoins en moins. On produit actuellement pas plus de 50% de nos besoins en céréales. Et même moins d'ailleurs, c'est 45% et quelque chose, mais disons environ 50%, et on importe le reste. 80% des importations tunisiennes venaient de l'Ukraine et de la Russie. Oui. Voilà.
Et ça, c'est valable pas seulement pour la Tunisie, qui est mon Pour pays la que je majorité connais, presque des pays africains, pour surtout. la majorité des pays du Sud, et les échanges et les accords bilatéraux et multilatéraux aujourd'hui entre les pays du Sud, et notamment, il y en a un qui vient d'être signé entre la Tunisie et l'Europe, entre l'Europe et les pays du Sud, entre les États-Unis et les pays du Sud, maintiennent cet état de fait. Ne produisez pas de céréales parce que nous, on en a trop. Et si vous commencez à produire de céréales, nous, on ne saura pas liquider notre production. Si vous produisez des céréales, vous allez faire mal à nos agriculteurs français, anglais, russes ou je ne sais pas. D'accord? Oui, Quoique les Russes, ils ont d'autres problèmes. Et du coup, on maintient ça tant que les pays du Sud n'ont pas compris qu'il n'existe pas de souveraineté politique sans souveraineté alimentaire. D'abord, il y a un très grand risque d'instabilité politique. Il y a une consolidation de la dépendance politique et économique des pays du Sud envers les pays du Nord. Et il y a un troisième niveau, parce que je pense que c'est difficilement imaginable, notamment en Afrique du Nord, mais ça l'est dans d'autres régions, un risque de famine qui est absolument sérieux. Donc, ce n'est oui, pas seulement une question de la mer Noire, on ne peut plus faire passer les céréales, on va s'organiser autrement. Non, on n'a pas les moyens. Vous savez qu'aucun pays du Sud, à part peut-être le Brésil, la Chine évidemment et l'Inde, c'est des très grandes puissances, hein, mais à part quelques pays comme ça, aucun autre pays ne peut décider du prix de vente de ses propres produits ou de prix d'importation des produits dont on a besoin, et notamment les céréales. C'est le oui. marché mondial qui décide. Le marché mondial, c'est 99,99% les producteurs du Nord. Oui. Est-ce que vous considérez que même les pays du Sud sont responsables de leur situation, bon, sans oublier, par exemple, sans cacher la problématique de changement climatique, etc. Mais il y avait toujours un problème de gouvernance au niveau de la prévision, de la rareté de l'eau, de gestion urbaine, de gestion de l'espace paysan et tout. La corruption dans la gestion ça veut dire la géographie paysanne, etc. Il y a, ça veut dire une grande part de responsabilité pour les pays du Sud. Absolument, je suis tout à fait d'accord, mais je vais immédiatement vers le point 2 qui est de relativiser mon accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun responsable politique actuel, quel que soit son poste, président, roi des pays du Sud, ne peut changer la situation, la politique agricole en 24 heures. Il y a des infrastructures routières, il y a des infrastructures bancaires, il y a des infrastructures hydrauliques, des barrages, des canalisations, des choses comme ça. La politique agricole en Tunisie, et Hafez Bousset, un grand géographe tunisien, l'a écrit dans un article dans la revue Géo, a été dessinée au début du XXe siècle. Et c'est exactement la même cartographie aujourd'hui. La carte est la même. Vous avez les céréales et l'élevage dans le nord-ouest. Vous avez les agrumes destinés à l'export et le vin, donc les raisins pour le vin, dans le nord-est. Vous avez les arboricultures, donc à base d'oliviers essentiellement. On exporte la quasi-totalité de notre production d'huile d'olive dans le centre. Et on a les dattes et les palmiers dans les oasis. Voilà, c'est celle-là la cartographie. Cette cartographie-là, elle a décidé dans des cabinets de pouvoir colonial en Tunisie. Est-ce qu'on peut changer ça aujourd'hui? Si Ahmed Ben Salah était encore vivant, je lui poserais bien la question. Mais Ahmed Ben Salah est parti. Il a essayé pendant 6 ans. Il a fini en prison. Oui. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il avait très, très mal fait son projet. Son projet n'était pas bien ficelé. Mais Oui. On parle, par exemple, en Tunisie, on parle souvent
de cette capacité de prévision chez le fameux Amr Horshen, etc. Mais lorsque je vois le pays maintenant avec ces problèmes de réserve hydraulique, je dis, de quel génie vous parlez, hein? Sidi, il y a des choses qu'il faut, je crois, des détails qu'il faut savoir. Bien sûr, je suis d'accord là aussi. Hein, on regarde globalement de loin ou le grand angle, comme on dit chez les photographes, regarder le tableau dans sa globalité. Mais il faut aller chercher dans le détail pour mieux comprendre, à mon avis. Vous savez, en Tunisie, 80% de l'eau disponible est utilisée pour l'agriculture. Okay. On peut polémiquer là-dessus, 75 à 80% si vous voulez. Donc, globalement, 80%. Et 85% de l'eau, non, 75% de l'eau destinée à l'agriculture, 75% de l'eau destinée à l'agriculture sert à produire des produits destinés à l'export. En gros, 75% de l'eau agricole ou utilisée pour l'agriculture en Tunisie est exportée sous forme de dattes, d'oranges, de tomates, de concombres, de fraises, de je ne sais pas quoi. Oui. Si on laissait ces 75% en Tunisie, peut-être pas 75 parce que c'est impossible, on ne peut pas ne pas fermer les frontières complètement. Mais si on donnait la priorité à la production des céréales, l'État tunisien aujourd'hui, à tort ou à raison, a de très difficiles relations avec les pays du Nord et les institutions financières internationales. Et on cherche de l'argent, du crédit, on n'arrive pas à en avoir. Et si demain on prenait la décision de ne plus rien exporter, de ne plus rien produire et que toute l'eau, tous les sols tunisiens devaient servir à produire des céréales, ça, c'est une solution. Je ne dis pas, c'est trop facile à dire, beaucoup plus difficile à mettre en place. Il faut avoir tout, parce que cela, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire modifier complètement la carte agricole de la Tunisie. Ça ne se fait pas sur une décision présidentielle ou ministérielle, quelque part dans un cabinet. L'initiative, elle est de cet ordre-là, elle est politique. La mise en place prendra des années. Mais si on n'y va pas, à chaque crise, là aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine, demain il y aura une guerre je ne sais pas où, et Taïwan ou je ne sais pas, moi je ne suis pas un prophète des prochaines guerres, mais on n'est jamais à l'abri de crises géopolitiques globales, immenses. Et en Tunisie, comme on a vu l'Irak sous embargo, comme on a vu la Libye sous embargo, comme on a vu la Syrie sous embargo, l'Iran sous embargo, la Serbie à un certain moment sous embargo, comment vous pouvez me garantir, vous ou n'importe qui peut me garantir que la Tunisie ne connaîtra jamais un embargo? Oui. Oui. Un détail pour ne pas prendre trop de votre temps. Vous savez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait des statistiques sur le nombre de morts en Irak, la guerre de l'Irak, la deuxième guerre de l'Irak, l'attaque par l'armée américaine. Il y a eu l'OMS qui le dit, c'est pas moi. Et l'OMS, c'est pas un temple du trotskisme ou du maoïsme radical. Tout le monde sait ce que c'est. Disent qu'il y a entre 800 et 900 000 morts en Irak pour cause de manque d'eau et de manque de nourriture. Oui. Et permettez-moi aussi d'évoquer aussi une autre situation scandaleuse pour l'humanité. Il ne faut jamais oublier que chaque 60 minutes, il y a 5 enfants yéménites qui meurent de faim, de guerre, de manque de médicaments et tout. Et on reçoit et on met des tapis rouges pour recevoir les criminels comme Mohamed Ben Salman, Mohamed Ben Zayed et tout. Oui. Je m'excuse. Malheureusement, aucun pays ne peut montrer
une carte blanche et le nombre de morts, on sait, le nombre de victimes, on les connaît un peu partout. Mais moi, je soulignerai quand même, parce que je ne peux pas passer là-dessus sans en parler, le cas de la Palestine. D'où mangent les Palestiniens? Oui, Comment on les tient? oui, Comment on peut demander à un Palestinien de ne pas manger un produit qui vient des colonies? Comment on peut faire c'est ça la chose. Israël aujourd'hui peut avoir des céréales de partout dans le monde nord évidemment essentiellement. Euh, et les Palestiniens, s'ils rompent en 24 heures avec les Israéliens, ils risquent de ne plus pouvoir manger. Et donc, ça crée cette domination. Et c'est pour ça qu'on parle, moi, je parle de souveraineté alimentaire. Cela suppose une indépendance alimentaire. Et une indépendance alimentaire doit juste, c'est une politique agricole qui prévoit les crises pour éviter les risques éventuels, et notamment la situation qu'on connaît aujourd'hui avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. professeur Habib Aïb, il y a des personnes qui souhaitent savoir votre point de vue, euh, puisque le retrait russe de l'accord sur les exportations céréales constitue une surprise, puisque Poutine n'a pas cessé de déclarer que la souveraineté, la stabilité, la garantie de la stabilité alimentaire des peuples vulnérables, des peuples du Sud, de l'Afrique surtout, c'est une priorité pour lui. Et maintenant, voilà, il expose ces peuples à des situations critiques hein, qui Moi, touchent, je, qui vont moi, je, toucher à la dignité. moi, je vais paraître très prétentieux, mais moi, je savais, c'est pas qu'on me les a envoyés des messages, je suis pas connecté aux Russes, mais j'étais sûr qu'il allait se retirer. Parce que c'est la guerre. On n'est pas dans une relation où les gens réfléchissent tranquillement entre un cigare et un whisky et si je continue à exporter des choses ou non. Non, on est en situation de guerre. Vous ne pouvez pas demain envoyer 1000 euros ou 1000 francs suisses en Russie. Si vous devez acheter des céréales russes, par exemple, vous avez une montagne de difficultés. Et après, on veut continuer avec le même système sans aucune contrepartie. Et les contreparties, et notamment un retour de quelques branches bancaires dans le système SWIFT. Ça, c'est dans le protocole d'accord initial. Ça n'a pas été respecté. Que les Russes soient autorisés à exporter une partie de leur production agricole et chimique pour tout ce qui est pesticides et compagnie, ça n'a pas été autorisé. Les Russes vendent leurs produits clandestinement. Ils en vendent des millions de tonnes. Mais c'est clandestinement de la débrouille des Russes, la débrouille de n'importe qui en situation de guerre. Comme les Ukrainiens, 60% de leur exportation de céréales avant la guerre, maintenant passe par les pays européens. Et donc, techniquement, les Européens pourraient faciliter l'exportation de 100% des productions ukrainiennes. Mais ça ne les arrange pas parce que ça va casser le marché européen de céréales. Donc, même dans leur soutien, les Européens, dans leur soutien à l'Ukraine, qui a un soutien au moins d'affichage total, il n'y a pas de réserve là-dessus, aucun pays européen n'émet de réserve là-dessus, et je pense que c'est pratique aussi, notamment sur les questions militaires et financières et ainsi de suite. Mais là-dessus, il y a un moment où les intérêts des Européens comptent, et ils disent, ah non, 60%, ça on peut assurer, 100% on ne pourra pas. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette pression et les discours que les uns et les autres émettent à propos du retrait russe de cet accord, ce sont des discours de guerre, ce ne sont pas des analyses géopolitiques objectives. Professeur Habib, ma dernière question. Après toutes ces décennies de lutte, d'engagement pour l'humanité, pour la souveraineté alimentaire, vous étiez toujours à côté des opprimés, des victimes, des exclus, etc. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste
pour ces questions de souveraineté alimentaire dans les pays de l'Afrique du Sud. Je ne veux pas utiliser dans le tiers-monde une classification coloniale pour moi. Oui, bien sûr. Eh ben, j'ai envie de répondre par oui, bien sûr, mais parce que je fais le raisonnement suivant. Si on n'apprend rien de la guerre de l'Ukraine, la situation géopolitique actuelle, si on n'apprend pas des guerres qu'on a connues ou des embargos et des grosses crises qu'on a connues dans les pays du Sud en général, si on n'apprend pas le sens de rapport des forces, eh bien, là, je dirais que je suis plutôt pessimiste. Mais quand je vois comment dire, la capacité des jeunes et quelques-uns des moins jeunes, mais c'est surtout les jeunes, et heureusement que les jeunes prennent aujourd'hui le flambeau. Quand on voit cette mobilisation à travers l'Afrique, je suis connecté à des réseaux africains, maghrébins, arabes et ainsi de suite. Quand je vois cette mobilisation pour les droits, quand je vois comment les gens redéfinissent à leur manière ce qu'est l'agriculture, qu'est-ce que l'agriculture? À quoi doit servir la terre? À quoi doivent servir les paysans? Est-ce qu'on a le droit d'aller faire du business avec des produits alimentaires? Quand toutes ces questions-là sont débattues partout, à gauche et à droite, oui, je me dis, j'ai de l'espoir. Donc, en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est soit la souveraineté alimentaire, politique qui passe par la souveraineté alimentaire, soit un retour à un système colonial plus ou moins direct ou indirect. Il est déjà néocolonial, il est très très puissant déjà, mais ça risque d'être un retour à un système colonial. L'Irak est passé par là. Je n'aimerais pas qu'on repasse par là et je ne crois pas qu'on y passera. Je pense que les peuples ont appris, beaucoup de peuples, et majoritairement dans les pays du Sud, ont appris quelque chose. Ils ont appris à supporter, à tourner le dos le plus possible, et il y a un moment où ils disent stop. Et quand ils disent stop, c'est vraiment stop. Il faut vraiment comprendre le message. Ben Ali l'a compris. Moubarak l'a compris. Est-ce que les autres vont comprendre? Moi, je n'en sais rien. Mais je garde l'optimisme. Je garde l'optimisme aussi parce que j'ai les miens. Je pense aux miens. Je pense à ma famille, je pense à mes enfants, je pense à mes amis, à mes copines, à mes copains, à tous les gens que je connais, les paysans. Je passe ma vie à traverser la campagne tunisienne, égyptienne, dans un certain temps, marocaine et ailleurs. Et quand je vois cette capacité des paysans à nourrir la planète, il y a un mythe qu'on sort souvent. On dit souvent que l'agriculture paysanne ne sert à rien. Et moi, et c'est pas moi qui le dis, la Banque mondiale sort des chiffres comme ça, ce qui n'est franchement pas ma référence, pardon d'être aussi clair. Mais la Banque mondiale dit que les paysans du monde nourrissent les 2/3 de l'humanité. Oui. Voilà pourquoi je suis optimiste. Merci infiniment, professeur Habib Aïb. Ça a été un plaisir de vous recevoir et de parler avec vous sur les répercussions du retrait russe de la Convention sur les céréales. Je vous remercie infiniment encore une fois et à la prochaine rencontre. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous et ce n'est qu'une première fois. Mille merci. Au revoir. Au revoir.